Une étape qui est hyper importante quand tu vas lancer ton projet, c'est également la manière dont tu es en relation finalement avec tes bénéficiaires, avec tes utilisateurs. La manière dont à la fois tu vas leur faire connaître et délivrer ton produit, et également comment tu vas, à travers le projet, leur permettre soit d'améliorer leurs conditions de vie, soit de résoudre un problème de leur quotidien, et en tout cas d'être plus autonome grâce à ton projet à impact. Pour ça, la première chose que tu peux te poser comme question, c'est comment finalement tu vas délivrer le produit ou le service que tu proposes. On identifie généralement deux modèles de distribution. Un modèle direct, où c'est toi qui vas vendre ou en tout cas transmettre le contenu de ton offre à tes bénéficiaires. Et ça peut être soit en physique, soit à travers un site internet. Finalement, c'est toi le distributeur, c'est toi qui t'occupes de distribuer le produit ou le service. Tu peux également faire ça de manière indirecte, en passant par d'autres distributeurs qui vont faire les choses pour toi. C'est le cas quand tu vends ton produit dans un magasin où le personnel du magasin va s'occuper de distribuer ton produit pour toi. Ou c'est le cas également si tu passes par une marketplace qui va s'occuper pour toi de vendre ou de délivrer ton offre. L'avantage d'être en direct et d'être toi-même le distributeur, c'est que tu fais des marges qui vont être plus importantes quand tu vas vendre, puisque tu n'as pas à rémunérer un distributeur tiers pour un service qu'il te rend. En revanche, passer par un canal de distribution indirect en travaillant avec quelqu'un, ça te permet de déléguer une partie de ton travail à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça te permet de te concentrer toi sur des choses qui vont être plus importantes et qui vont faire améliorer en efficacité. Focus maintenant sur les canaux de distribution de nos 4 entrepreneurs. C'est parti. Moi, je suis assez attaché dans mon rapport à l'entrepreneuriat à la notion de scalabilité et au potentiel de réplication parce qu'il est forcément corrélé aussi à une notion d'impact plus large. Et pour ça, c'est vrai que dans le modèle de Grabs, très rapidement, on s'est dit il faut sous-traiter, il faut pas qu'il y ait de maillon logistique, on va pas pouvoir se permettre de prendre ça en charge parce que c'est coûteux, parce que c'est des contraintes énormes justement au développement. C'est faisable, hein, mais c'est pas notre métier. Et du coup, toute cette partie de constitution des paniers d'invendus, de distribution auprès des clients, on l'a laissé aux commerçants. C'était aussi une façon de l'engager. Et nous, on faisait exclusivement office d'intermédiaire. Donc une plateforme web pour connecter ces clients soucieux de s'engager à leur échelle dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et ces commerçants qui généraient des invendus. Aujourd'hui, c'est beaucoup en direct. Tous les ateliers sont en direct. De les avoir à un instant T présent et écouté, c'est crucial parce que sinon, en fait, on n'a pas délivré le message. Alors nous, du coup, en fait, on est liés sur Facebook, donc c'est plutôt assez simple. En fait, c'est une page Facebook qui vous parle. Donc, ce qui fait que mon canal de distribution, c'est Facebook en soi. On a identifié plusieurs clients qui sont des salades bars, des food trucks et des fast-food, vraiment très axés bio, sans gluten, sans lactose. Et donc, en fait, on leur vend directement après passation d'un bon de commande. Donc, en fait, on fait de la vente directe. On s'est dit qu'il fallait qu'on soit le plus proche possible du client pour l'année 2020 parce qu'on va faire un petit volume vu qu'on n'est pas encore bien connu. Donc demande-toi à partir de quel canal tes bénéficiaires souhaitent recevoir ton offre. En d'autres termes, comment tu permets à ta cible de bénéficier de ton produit ou de ton service. Mais tu peux aussi faire venir les utilisateurs directement à toi. C'est ce qu'on appelle les canaux d'acquisition et ça répond à la question comment je fais connaître mon projet à de nouveaux utilisateurs. Ces canaux ils peuvent être digitaux et c'est tout ce qu'on appelle maintenant le SEO, SEM, la publicité en ligne, les Facebook Ads, etc. Mais ils peuvent être également physiques à travers la participation à des salons, à des événements, à des conférences ou alors même relationnels en faisant de tes utilisateurs par exemple des ambassadeurs qui vont parler eux-mêmes directement de ton projet ou par exemple en nouant des partenariats stratégiques avec des organisations qui vont être prescriptrices pour ton projet. Gabriel Weinberg a beaucoup travaillé sur ces questions-là et a identifié 19 canaux d'acquisition différents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça dépend vraiment aussi du projet que tu as. Et un des conseils qu'on peut te donner, c'est de tester et de varier pour voir où est-ce que ça prend le mieux pour faire connaître ton produit ou ton service.
Pour nos 4 entrepreneurs, on va voir comment ils s'y prennent. Est-ce qu'ils passent par du relationnel, par du physique, par du digital, pour faire connaître leurs produits ou leurs services? Tout l'enjeu, ça va être de rendre accessible la page Facebook de façon à ce que les gens puissent envoyer un message. On est en plein dedans, dans cette campagne, on va dire un peu d'acquisition. Donc, à voir si ça marche. Mais je peux quand même décrire la stratégie, qui est qu'on va marcher un peu sur 2 pattes. Donc, il va y avoir la pub ciblée Facebook, notamment sur la promotion, parce que ça nous permet de cibler notre cœur de cible, en fait, donc les donateurs qu'on veut. Et la deuxième chose, c'est les articles, mais toujours centrés autour des jeunes, qui est notre cœur de cible. Du style, ça va être la presse brute, ou alors ça va être la presse spécialisée un peu start-up, ça va être des articles dans Yes, Novafi spécialisé dans l'ESS, enfin voilà. Participer au maximum aux événements pour rencontrer les gens dans le même secteur. Moi j'ai beaucoup fait aussi des choses avec des potentiels concurrents ou ceux que j'aurais pu imaginer comme concurrents. Je trouve qu'en fait on est sur un marché qui est tellement grand que finalement il est illimité. Si tu parles de moi ou si je parle de toi, ça nous apporte tous les deux plutôt que on se marche sur les pieds. Et après le site est hyper bien référencé. Donc il y a des gens qui nous écrivent. Mais alors là, c'est pas du tout de mon fait. Moi-même, je suis étonnée. La dernière fois, j'ai reçu un message, je me disais, j'espère que la personne va pas lire. Moi, c'est pas du tout mon cœur de métier. Je suis ingénieure de formation, je suis très technique. On s'est rendu compte que les rendez-vous physiques étaient bien plus intéressants qu'envoyer un mail et téléphoner. Comme c'est de la restauration, il faut arriver à une heure précise qui ne dérange pas le restaurateur, en dehors des heures de pointe en fait. Concernant ces cibles, en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des outils sur lesquels on pouvait les atteindre assez facilement, des outils digitaux, donc en effet Facebook, hyper utile. Le Business Manager de Facebook fonctionne très bien, et sur des petits montants avec le bon message et à la bonne cible, on s'est rendu compte qu'en fait on avait des coûts d'acquisition très faibles. On était à peu près sur du 4 € pour des personnes qui allaient en fait rester abonnées en moyenne 6 à 8 mois, et donc avec ce qu'on appelle une lifetime value d'à peu près 80 à 100 €. Donc pour 4 € en fait ça nous en rapportait 100, donc tout de suite on s'est dit ok, il y a un truc à faire. Et donc en fait assez rapidement nous on a testé les choses, mais on s'est dit ok, il nous faut un expert là-dessus. Donc on a embauché justement un gros hacker spécialisé de toutes ces techniques d'acquisition digitale. Ça a fait une vraie grosse différence. En fait, en un mois, on a doublé notre chiffre d'affaires. Il faut savoir que sur Facebook, on a la possibilité de créer des audiences, ce qu'on appelle lookalike, qui en fait ressemblent à une audience type d'utilisateur dans notre communauté. Donc on va extraire par exemple une base de mails de personnes qui ont déjà bénéficié du service en tant qu'abonnés. Transmettre cette base de mails à Facebook qui va faire des recoupements avec les mails des profils qui utilisent Facebook et dire ok, sur les 300 que tu m'as donné, j'en ai trouvé 150 qui se sont inscrits sur Facebook avec ces adresses-là. Ils répondent à peu près à l'audience cible temps, donc ils ont tous entre 25 et 35 ans, ils sont tous intéressés par la lutte contre le gaspillage alimentaire, ils veulent consommer moins cher, etc. Et à partir de cette audience-là, en fait, il va pouvoir étendre à 300 000, 400 000 personnes et constituer une audience donc hyper quali. Donc les lookalikes, un outil très 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 puissant sur Facebook pour de l'acquisition en ligne. La question qu'il faut que tu te poses maintenant, c'est comment est-ce que tu peux mieux faire connaître ton offre et finalement par quels moyens il est plus pertinent à des utilisateurs potentiels de découvrir ce que tu leur proposes. Dernière partie, mais pas des moindres, la particularité d'une entreprise à impact réside dans la relation qu'elle entretient avec ses bénéficiaires et ses parties prenantes. Pour ça, il est important que tu te demandes comment tu fais pour élever, éduquer, autonomiser ou renforcer la capacité d'agir des gens à qui tu t'adresses, pour qu'à travers l'expérience qu'ils vont vivre dans ton projet, ils puissent en ressortir grandis. Pendant ces témoignages, tu vas pouvoir comprendre quelle est la relation qu'entretiennent chaque entrepreneur avec leurs parties prenantes et qu'est-ce qui en fait une entreprise à impact. Alors nos bénéficiaires, nous c'est un peu particulier, techniquement c'est nos associations partenaires en fait, donc qui elles-mêmes ont des bénéficiaires qu'elles aident par la suite. Donc nous on aide les associations pour qu'elles puissent aider elles-mêmes. Et du coup je pense que c'est le truc le plus important de la boîte, c'est la relation qu'on a avec nos partenaires. En fait chaque partenaire déjà, on se met sur un plan d'égalité avec lui, c'est-à-dire qu'on lui donne un vote de 1 au board.
Ça veut dire que notre organe de décision, le conseil d'administration, on va résumer ça comme ça. Moi, j'ai un vote de 1 en tant que cofondateur, mais Yachad, une association de partenaires, elle a un vote de 1 qui pèse autant que moi. Ce qui fait que je ne peux pas éviter les partenaires dans les décisions importantes de la société. Et ça permet déjà d'avoir une relation de confiance. Ensuite, nous, on essaie de les accompagner parce que le but, ce n'est pas qu'elles soient dépendantes financièrement de nous, mais au contraire qu'elles puissent aider un maximum de personnes. C'est pour ça qu'on a essayé d'aller un peu plus loin. Donc on a un groupe Facebook en fait, où les assos peuvent poster des annonces de bénévolat, etc. Donc elles sont en roue libre, elles s'administrent elles-mêmes. Et en plus de ça, on les accompagne juridiquement via une clinique juridique et on fait des MOOC faits par Antoine sur la communication, le design, quand elles nous font remonter un problème. Comme ça, elles peuvent s'épanouir, etc. Pour les collaborateurs, on a mis en place ce qu'on appelle un World Café. En fait, c'est sur des thématiques très précises. Il y en a une qui est sur l'animation de la communauté, une qui est sur l'employabilité, et la troisième, c'était sur la relation mentor-mentoré. On leur a donné toutes les clés pour eux agir et trouver les moyens d'action. Et surtout, nous, on est là en appui logistique pour faire en sorte que ça se fasse. Tu vois, par exemple, sur l'employabilité, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour que des collaborateurs aillent présenter les métiers de l'entreprise dans des collèges ou dans des lycées. Nous, on ne va pas le faire directement, mais on connaît des associations qui le font, donc on va faciliter en fait le passage à l'action. Et donc, c'est comme ça qu'il y a cette notion d'empowerment aussi de la communauté. Je me suis dit que très bien, on a des clients. Eux, ils ont un rôle à jouer dans la sensibilisation. Parce que je ne serai pas là pour quand ils vont distribuer les couverts à leurs consommateurs. Et en fait, je leur disais, on pourra travailler ensemble sur comment vous allez sensibiliser le consommateur à composter, par exemple. Est-ce que vous allez leur indiquer la poubelle de compost le plus proche de chez vous? Ou est-ce que vous allez vous-même mettre des composteurs chez vous? Et donc ça, c'est des questions, ils ne sont pas prêts encore parce qu'ils n'ont pas acheté le produit. Mais ils se disent, ok, si on achète, en fait, si on est dans une démarche zéro déchet comme ça pourrait être hyper intéressant. On n'attendait pas simplement d'être à l'écoute quand on avait des retours, on allait les solliciter. Et tout ça, ça nous a permis d'améliorer le service, alors même qu'on se disait que voilà, on était en vitesse de croisière, qu'on tenait une solution qui fonctionnait réellement. Je me rappelle, on avait un commerçant comme ça, auprès duquel les clients en fait, nous faisaient souvent le retour que les paniers étaient pourris. Et vraiment, on leur demandait de nous envoyer les photos et c'était horrible. Et auprès de ce commerçant, on faisait les retours, on lui montrait les photos et lui, il nous disait c'est impossible, je mets que des produits nickel dedans, c'est pas possible. Et on ne comprenait pas, ça a été pendant 2 semaines comme ça. Et puis un jour, on s'est dit ok, on va y aller, on va aller sur place, on va essayer de comprendre. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui se passait, c'est qu'il y avait des utilisateurs qui s'étaient abonnés pour un jour, ne passaient pas, et passaient seulement 2 jours après parce qu'ils avaient oublié ou parce que ce soir-là, ils ne voulaient pas ou quoi. Et le problème, c'est que le commerçant qui avait constitué les paniers pour ces personnes-là, les gardait, les stockait pas forcément au frais, et les distribuait 1 jour, 2 jours après, mais même pas forcément, enfin au premier en fait qui se présentait. Et du coup, c'était forcément des produits qui avaient pourri sur place. Et donc là, tout de suite, on s'est dit, ok, il y a une règle à mettre en place. C'est quand un panier n'est pas récupéré, c'est un panier jeté. C'est pas un panier qu'il faut garder et on le redonne le lendemain ou 2 jours après. Parce qu'en plus de ça, il y a un turnover énorme justement dans ces magasins-là. Il suffit que la personne à la caisse le lendemain soit pas au courant que c'est un panier qui a été constitué la veille ou même il y a 2 jours, va le distribuer. La première question que tu peux te poser, c'est comment tu impliques tes bénéficiaires dans ton projet et comment est-ce qu'ils se sentent valorisés à travers ton projet. Ensuite, tu peux te demander comment tu les rends plus autonomes et comment ton service ou ton produit leur permet de monter en compétence sur une thématique précise.